présenter le patrimoine. Ainsi, avec Georges de la Tour, l'emprunt d'un grand nombre de sujets au Caravage est indiscutable. Mais son expression est à l'opposé du Caravage. La Tour peint des ambiances. Ses personnages sont absolument immobiles. Ils sont dans un état de recueillement immédiat. La lumière est translucide, il fait des volumes à plat. C'est extrêmement simplifié, mais du coup, c'est très expressif. À ce moment-là, l'Italie n'est plus en tête. C'est un lieu de pèlerinage. Allons vers les régions plus septentrionales, vers la Flandre, avec le climat des Pays-Bas. Abordons donc le baroque avec le lyrisme de Rubens. Car Rubens est lyrique, c'est-à-dire qu'il exprime des sentiments. Lui, c'est la corne d'abondance. C'est construit en spirale. Chez lui, nous avons la courbe et la contre-courbe. Des personnages de dos et de face qui créent un mouvement tournant. Avec la kermesse, ça donne une rosace. Il se retourne de plus en plus et puis ça repart, ça s'éloigne en donnant une ouverture. C'est la corne d'abondance. En fait, dans le baroque, il faut faire un effort. On ne voit pas l'unité. Il faut reconstruire pour lui donner un sens. Dans les Flandres, ils peignent d'abord les paysages et les choses. Ils sont beaucoup plus liés au sol et à leur intérieur. Bon, dites voir, si on faisait une pause, j'aimerais bien que vous alliez me faire quelques courses. Tenez Thomas, regardez. C'est ça Rubens. Ah. Ouais. Et vous savez, Madame Dagan. Mais ne m'appelez pas Madame Dagan, ça fait dame patronesse. C'est une expression du passé, ça. Oui, mais vous savez, au sujet du Gréco, j'avais lu dans un magazine d'histoire que s'il peignait de cette façon, c'est parce qu'il était astigmate. Ce sont des ignorants. Anne, dites-moi, vous pourriez me faire des commissions? Ramenez-moi une baguette et un morceau de faux filet de viande de bœuf, bien sûr. Ah, posez tout ça là. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Mais qu'est-ce que vous m'avez rapporté? C'est pas du faux filet, ça. Je sais pas, c'est Thomas qui m'a dit. Vous n'aviez pas écouté Thomas. C'est vous que j'ai chargé de faire les commissions. Comment je vais faire pour manger ça maintenant? Oh, mais le faux filet, c'est gras. Comment ça, c'est gras? Mais non, c'est pas gras du tout. Faut que je coupe tout ça en petits morceaux. Vous n'aviez pas écouté Thomas. Bon, alors continuons. Ah, dites voir, Anne. Je n'oublie pas que vous avez manqué le cours sur Venise. Et ça, c'est un fait significatif. Thomas, lui, il est là à tous les cours. Comment peut-on être absente à un cours pareil, à un cours aussi capital? Et puis, je ne referai pas le cours pour vous. Et les notes de Thomas ne vous serviront à rien. Bien, venons-en à Rembrandt. Donc, il faut suivre la recréation de Rembrandt. Suivre cet itinéraire. Il est important de voir le milieu par rapport à Rembrandt. Vous savez que Rembrandt était fils de meunier, mais on peut dire que son œuvre est indépendante du lieu où il a vécu. Contrairement aux idées de Taine, parce que pour Taine, une œuvre reflète le milieu social et l'époque. J'intitulerai ce cours « Cendre et diamant ». Cendre parce que c'est un petit peu pitoyable, misérable, ça sort des ténèbres. Et puis, diamant, parce que justement, c'est de ces ténèbres que va naître le feu du diamant, cette incandescence. Il est unique, parce que c'est par la picturalité que va s'opérer la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement complet d'une substance en une autre. C'est une alchimie. Son génie est énigmatique. Donc, chez lui, à partir d'un bout de fourrure, il crée un personnage, il voit une scène. Avec cet autoportrait, Siméon et l'enfant Jésus, c'est une espèce de moelle d'or en fusion, comme un fluide, comme des œufs en neige. Il n'est pas un coloriste, mais un luministe. La conjuration de Julius Civilis est saisissante par la façon dont c'est peint. Sa couleur-lumière donne le volume, c'est comme une apparition. La matière du reniement de Saint-Pierre est fantastique. C'est la matérialisation d'une substance immatérielle des choses. Avec Rembrandt, vision et technique sont inséparables. Avec Vermeer, nous continuons notre voyage en Hollande.
Et ici, contrairement à Venise, on bannit toute fête, tout faste, toute dépense. C'est un protestantisme dur, comme l'acier. Et la peinture de Vermeer, c'est la peinture du silence. Un silence très plein et extraordinaire de construction. De sa vie, on ne sait rien. Il est redécouvert au XIXe siècle. Dans sa peinture, il y a une extraordinaire perfection d'un endroit où il ne se passe rien. C'est l'apparition d'une durée, d'une composition. Il y a une minutie dans l'exécution. Et la difficulté vient plus de la conception elle-même que de la réalisation. Il y a toujours une attente, une attention, une absence. La lumière joue un rôle très important. Elle va animer chaque objet. Elle forme et elle transforme. Elle donne une ambiance. À présent, descendons plus vers le sud et allons vers l'Espagne. Et plus particulièrement avec Velázquez. Alors, contrairement à Rembrandt et Rubens, c'est une vie sans histoire. Mais il apparaît comme le peintre des peintres. Il est né à Séville, dans la petite noblesse. Et il est placé chez un maître. Il a fait 80 portraits du roi et de sa famille. C'est donc avant tout un portraitiste. Il va représenter des personnages avec des objets qui animent et ajoutent à la présence des choses. Ce qu'il cherche, c'est le principe d'individualité. Alors avec les fileuses, nous avons les fileuses au premier plan, et le fond est plus qu'une image, c'est une idée. Au second plan, des femmes élégantes regardent une scène mythologique, Pallas et Arachné. Avec les Ménines, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On se demande où est le sujet. Le sujet semble être dans le miroir, accroché au fond, et réfléchissant le roi et la reine. Bon, Edith, vous me faites mon chèque, là, pour ce mois-ci. Et puis au nom de Chabert, pas au nom de Dagan.